Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de monde aussi qui ne connaît pas encore le réseau, donc on va faire une petite présentation avant de rentrer dans le vif du sujet qui vous attend. Donc, le réseau francophone Villaminés Aînés, donc c'est une association qui existe depuis 2012, donc on est affilié à l'OMS. Aujourd'hui, on a presque 340 adhérents. Des collectivités, principalement parce qu'on s'adresse qu'aux collectivités tout type de collectivité, hein, ça peut aller de la commune à la région. Donc ça fait à peu près presque 25 millions de personnes aujourd'hui qui vivent dans un territoire ami des aînés. L'idée du réseau, donc, c'est de porter une démarche méthodologique, donc pour interroger vos territoires, notamment par un, voilà, je vous le dis un peu court, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui seraient intéressés à terme, on fera plusieurs présentations plus tard. L'idée, c'est de faire toute une démarche qui comporte un état des lieux du territoire, donc quelque chose de très scientifique, si on peut le dire comme ça, un diagnostic participatif, donc qui permet de consulter notamment les aînés sur le territoire, et en fait, de ces deux exercices, il y a des préconisations qui vont en sortir, et ces préconisations, on va les mettre dans un plan d'action. Voilà pour ça. L'idée, c'est que toute cette démarche suive les 8 thématiques du réseau. Donc, c'est la roue que vous pouvez voir à l'écran. Donc, on a l'habitat, l'espace extérieur et bâtiment, transport et mobilité, information, communication, autonomie, services et soins, participation citoyenne et emploi, lien social et solidarité, culture et loisirs. Donc, l'idée, c'est d'être transversal pour pas qu'on vous bloque que sur une thématique. Voilà pour cette partie. Donc, on va parler de l'objectif de ce fonds d'appui. Donc l'idée, c'est de soutenir voilà, l'émergence d'actions territoriales donc, en faveur du vieillissement actif et en bonne santé. Donc, ce fonds d'appui, il permet de développer des actions différentes, donc dans de la prospective, parce que l'idée, c'est d'anticiper les impacts de l'évolution démographique. C'est tout l'objet aussi du réseau. Elles sont valorisantes en mettant au centre de la démarche des aînés, de la démarche les aînés, donc qu'ils soient autant bénéficiaires que acteurs, et des actions préventives en adaptant dès maintenant le cadre de vie pour permettre le maintien de l'activité et la citoyenneté des seniors. Donc, ce FATIS va permettre donc de soutenir la méthodologie pour une politique transversale en faveur des aînés, mais aussi un soutien au projet qui découlerait donc d'un plan d'action. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet des axes de ce fonds d'appui. Donc, nous avons l'axe 1, qui est une bourse en faveur de l'ingénierie de développement d'une politique de l'âge pour les territoires. Comme je vous l'ai expliqué au début, cet axe va vous permettre de pouvoir faire toute la démarche Ville Amie des aînés. Donc, structurer une gouvernance, élaborer un état des lieux, animer et faire une synthèse du diagnostic participatif et élaborer un plan d'action Amis des aînés. Cette démarche-là, elle permet voilà, d'interroger vos territoires. On sait que c'est pas en étant adhérent que vous allez inventer beaucoup de choses. On sait que vous faites déjà beaucoup de choses dans vos collectivités. L'idée, c'est de voir ce qui existe, peut-être d'améliorer et de voir voilà, comment vous connaissez au mieux vos territoires et notamment sur le sujet des aînés. Donc ça, c'est la catégorie 1A. Et la catégorie 1B, c'est un crédit d'accompagnement. Donc ce sera plus pour des actions ponctuelles. Donc là, c'est de l'accompagnement peut-être l'organisation de séminaires, si vous avez besoin de nous, voilà, pour parler un peu devant des élus ou des professionnels, d'intervenir dans des séminaires sur des thématiques particulières au niveau des aînés. On a un logiciel en Codea qui servira pour la labellisation. Donc l'idée, c'est qu'on puisse vous aider, mais de façon plus approfondie sur ce logiciel, ou avoir un soutien renforcé au vu d'un audit. Voilà pour cet axe 1. Donc, nature de l'aide et critères d'éligibilité. Alors, ici, l'idée, c'est que les subventions diffèrent en fonction du nombre d'habitants. Donc, effectivement, pour cette catégorie-là, donc je le rappelle, pour le 1A, qui est de faire la démarche de A à Z pour aller vers une labellisation, un territoire de moins de 2000 habitants peut avoir jusqu'à 15 000 euros. Pour un territoire de 2000 à 200 000 habitants, un territoire peut avoir jusqu'à 20 000 euros et un territoire de plus de 200 000 habitants peut avoir jusqu'à 25 000 euros. Pour le 1B, donc qui est le crédit d'heure d'accompagnement, il y aura un maximum de 3 000 euros.
Voilà. Donc, ces critères-là, ils concernent donc forcément des collectivités adhérentes au réseau francophone Ville des aînés et à jour de cotisation, donc, et qui doivent être aussi dans le cadre d'une démarche de labellisation, quelle que soit sa nature juridique. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, ce nouveau fonds d'appui est réservé aux adhérents du réseau. Et pour avoir le 1A, la contrepartie, ce sera d'aller au label. C'est parce que si vous faites toute la démarche, l'intérêt aussi, c'est que vous fassiez labelliser. Euh, Ici aussi, les frais d'audit, parce que bah voilà, les audits sont effectivement payants, seront réduits de moitié. Donc, pour les 100 premières collectivités qui seront auditées. Et donc, l'idée aussi de là, c'est que si vous touchez cette subvention, c'est que vous faites accompagner par un prestataire aujourd'hui certifié du réseau. Donc, jusqu'à présent, on en avait, mais dans le précédent fonds d'appui, c'était pas obligatoire de se faire accompagner par un prestataire référencé. Aujourd'hui, ce sera le cas. Il faut savoir que, vu qu'on a un nouveau fonds d'appui, on fait aussi un nouvel annuaire de nos prestataires référencés, donc qui est en cours. Donc voilà, vous aurez la liste bientôt si c'est cet axe en tout cas qui vous intéresse. Voilà, et donc c'est un système de bourse, donc il n'y aura pas d'exigence d'autofinancement. Voilà pour cette partie-là. Et donc on va passer à l'axe 2 et Coralie, je te laisse la suite. Yes. On prendra toutes les questions à la fin, hein. Premier axe sur la méthodologie, l'accompagnement à la méthodologie. Le deuxième axe, on est sur des projets concrets et il est fait pour aider au financement et donc à la création de projets dans les territoires. Euh, Cet axe-là, il se décline en trois catégories. La première catégorie, ça sera pour les améliorations structurelles de l'espace public sur le long terme. Les améliorations structurelles, donc ça c'est un axe qu'on retrouvait déjà dans le précédent fonds d'appui, pour celles et ceux qui l'ont connu. Donc ça va être améliorer l'accessibilité de l'espace public. On a vu passer pas mal d'aménagements de bancs, d'installations de toilettes publiques. Ça va être repenser la façon dont les aînés euh, évoluent dans l'espace public et donc comment on peut rendre ça plus accessible pour elles et pour eux et plus agréable. D'accord? Donc ça, on est vraiment sur de l'amélioration structurelle. On est sur du dur. Donc ça, c'est la catégorie 2A. La catégorie 2B de cet axe-là, c'est toutes les actions relatives à l'information et à la communication. Donc toutes les initiatives, tous les projets que vous voudrez développer euh, pour soit améliorer la communication pour les seniors de votre territoire, améliorer leur représentation dans vos éléments de communication, améliorer la façon dont vous communiquez envers eux. Voilà. Donc ça va être tous ces éléments-là. Ensuite, la catégorie 2C, ça sera et ça c'est vraiment une nouveauté de ce fonds d'appui, c'est les équipements pour les tiers-lieux soutenus par le secteur public avec des gestionnaires à but non lucratif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc cette catégorie-là, vous allez pouvoir proposer un dossier si vous avez des tiers-lieux au sein de vos collectivités et que vous souhaitez investir dans tel ou tel matériel pour une activité à destination des seniors. Euh, pour qu'un tiers-lieu soit considéré comme soutenu par le secteur public, il faut qu'il y ait un investissement de la collectivité d'une façon ou d'une autre. Que ce soit par la participation à la gouvernance, la mise à disposition de moyens matériels qui lui permettent de fonctionner, donc ça peut être une mise à disposition de salles, une mise à disposition de personnel, etc. Donc il faudra montrer que la collectivité participe à la vie du tiers-lieu et que les deux sont en corrélation. Le tiers-lieu, il faudra bien sûr qu'il accueille un public senior. Euh, et qu'il accueille vraiment un public senior, c'est-à-dire qu'il s'agira pas juste de prouver qu'il y a une personne qui passe une fois par mois dans les lieux pour que ça soit qualifié comme un tiers-lieu à destination des aînés. Donc il faudra vraiment montrer quelles activités sont proposées et comment le tiers-lieu s'adresse à un public âgé en priorité. Et il y a une dernière information importante sur ces tiers-lieux, c'est que donc comme vous le savez, le fonds d'appui est un financement de la CNSA et donc il ne peut pas être cumulé avec les financements de la conférence des financeurs. Ce qui veut dire que
Dans cet axe-là, on ne pourra pas prendre en compte les projets qui s'inscrivent dans les établissements médico-sociaux d'hébergement. Donc pas dans les EHPAD ni dans les résidences autonomie. En général, dans l'axe 2, enfin cet élément-là, il est valable dans tout l'axe 2. Tout ce qui peut être financé, qui est déjà financé par la conférence de financeurs, ne pourra pas l'être dans le fonds d'appui. C'est vraiment, voilà. L'idée, c'est de ne pas avoir la même source de financement. Donc voilà pour les trois catégories de l'axe 2. Je vais vous parler ensuite donc des critères d'éligibilité et de la nature de l'aide. Et là encore, on va retrouver des éléments qu'on avait dans le précédent fonds d'appui. Donc, le porteur du projet doit être une collectivité française. Alors, on précise française. Vous savez que le réseau est déployé aussi en Suisse, en Andorre, en Belgique. Mais donc là, on est sur de l'argent public français. Donc, l'appel à projet ne peut bénéficier qu'aux collectivités françaises. Il faut que cette collectivité soit adhérente au réseau, labellisée ou en route vers le label. En tout cas, que le projet que vous souhaitez faire financer soit inscrit dans votre plan d'action Amis des aînés. Et on a précisé, quelle que soit sa nature juridique, puisque la nouveauté aussi de ce fonds d'appui, c'est que tout type de collectivité peut candidater. Les départements également, les régions qui sont adhérentes, les villes, les villages, les communautés de communes, communautés d'agglos, syndicats mixtes et j'en passe. Donc là, on s'adresse vraiment à tous les adhérents du réseau francophone des villes amies des aînés. Donc ça, c'est pour le porteur du projet. Donc le projet doit être porté par une collectivité. Le montant maximum de la subvention sera de 40 000 euros, comme la dernière fois. Donc 40 000 euros, et ce montant-là, donc qui vous sera attribué, il sera bien sûr fonction du budget total prévisionnel de l'action et de la taille du territoire. Et dans tous les cas, donc là pour cet axe 2, par contre, on a une exigence d'autofinancement ou de cofinancement. La subvention fonds d'appui ne pourra pas excéder 80% du budget total pour les collectivités de moins de 20 000 habitants, 60% du budget pour les collectivités de 20 000 à 100 000 habitants et 50% du budget pour les collectivités de plus de 100 000 habitants. L'idée, c'est de se dire que l'existence du projet ne repose pas entièrement sur le financement du fonds d'appui. Donc ça sera ensuite à vous, par ailleurs, de soit d'apporter de l'autofinancement, soit d'aller solliciter un cofinancement auprès d'autres partenaires. Donc ça, c'est pour la nature de l'aide. Quand vous allez construire vos budgets prévisionnels, les dépenses éligibles, donc, sont les suivantes. Donc, tout ce qui concerne les investissements matériels et immatériels nécessaires pour la réalisation du projet. Donc immatériel, ça va être par exemple si vous avez besoin de faire appel à un prestataire, à une prestation quelle qu'elle soit. Le matériel, si vous avez besoin d'investir, je sais pas, vous allez installer une salle sensorielle dans le tiers-lieu à destination des personnes âgées sur votre territoire, vous allez pouvoir investir dans du matériel pour réaliser ça. Donc on est sur ces deux types d'investissements. Vous pouvez mettre du matériel et de l'immatériel. Les frais de personnel, ils seront plafonnés à 20% maximum du budget total prévisionnel de l'action. Et tous les frais connexes, alors frais connexes, par exemple les déplacements professionnels, les petites choses comme ça plus ponctuelles qui vont venir soutenir l'action, elles seront plafonnées à 25% du total des dépenses éligibles. Donc voilà, on vous encourage à prêter une grande attention à la façon dont vous construisez votre budget pour qu'il n'y ait pas d'entrave à ce moment-là dans l'analyse des dossiers qui nous seront soumis. Pour l'axe 2, les projets éligibles seront donc les suivants. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des projets inscrits dans les plans d'action des collectivités qui sont engagées dans le processus de labellisation, Amis des aînés. Vos projets doivent être réalisables en 12 mois maximum. Comme pour le précédent fonds d'appui, ce fonds d'appui-là donnera lieu à une convention entre donc le réseau et la collectivité qui sollicite le financement, une convention qui aura une durée de 12 mois. Donc, si votre projet doit voir le jour en 36 mois, par exemple, malheureusement, il ne pourra pas être éligible. Il faut absolument que ce soit un projet éligible sous 12 mois. Un projet réalisable, pardon, sous 12 mois. Euh, Seuls les budgets qui présentent un minimum de dépenses projetées de 5 000 euros seront éligibles également. L'idée, c'est de pouvoir nous soutenir des projets significatifs qui vont apporter un changement significatif au sein de la collectivité. Ces projets-là aussi,
Comme son nom l'indique, donc le fonds d'appui pour territoire innovant senior, on souhaite que ces projets soient nouveaux sur le territoire, ou bien, si c'est une continuité de projet, qu'ils doivent voir des évolutions significatives, un vrai changement pour solliciter un nouveau financement pour le mettre en œuvre. Et puis la dernière chose à bien avoir en tête, donc dans l'axe 2, il y a trois catégories différentes de projets finançables, et vous ne pourrez déposer qu'un dossier maximum par catégorie. Ça veut dire que si vous avez dans vos dossiers trois super initiatives en faveur de l'information et de la communication, malheureusement, le fonds d'appui ne pourra en financer qu'un seul. Donc ça veut dire certainement faire des choix pour vous. Donc voilà pour l'axe 2. Hop, je prends la main, Clémence, sur... Ouais. Alors, donc effectivement, l'idée de tout ça, c'est qu'effectivement, il y a déjà des collectivités qui ont bénéficié du fonds d'appui. Donc là, c'est un petit tableau récapitulatif de ce à quoi vous auriez le droit en fonction de ce que vous avez déjà touché, afin que bah voilà, ce nouveau FATIS puisse bénéficier au plus grand nombre. Donc, si vous avez bénéficié du FATIS 1, donc de l'axe 1, qui était pareil que celui d'aujourd'hui, donc sur la démarche, bah, évidemment, vous ne pouvez pas repostuler au FATIS 2 sur l'axe 1A. Néanmoins, vous pouvez bénéficier de l'axe 1B, donc qui est le crédit d'heures d'accompagnement, et jusqu'à 3 projets de l'axe 2. Donc, c'est ce que vient de présenter Coralie. Et voilà, comme elle l'a bien dit, c'est un dossier par catégorie. Si vous avez bénéficié du FATIS 1, axe 2 pour un projet, vous pouvez bénéficier du FATIS 2 pour rentrer dans la démarche, avoir des crédits d'heures d'accompagnement. Par contre, là, vous pourrez postuler qu'à 2 projets, donc sur 2 catégories. Pareil, si vous avez le FATIS 1, axe 2 pour 2 projets, eh ben, il vous restera un projet si vous voulez toujours l'axe 2. Pour ceux qui ont eu l'axe 2 et les 3 projets au précédent fonds d'appui, donc vous pourrez effectivement rentrer dans la démarche en prenant l'axe 1A, avoir des crédits d'heures d'accompagnement avec le 1B. Si vous avez, alors, à l'époque, il y avait effectivement l'axe 3 qui n'existe plus aujourd'hui, donc vous pourrez tout avoir là aussi. Si vous avez bénéficié de l'axe 1 et de l'axe 2 du précédent fonds d'appui, il vous restera donc le créditeur d'accompagnement et éventuellement bah, des projets selon combien vous en avez eu dans l'axe 2 précédemment. Et si vous n'avez jamais bénéficié du fonds d'appui numéro 1, évidemment, vous avez le droit de postuler à tout. Voilà. Et donc, la dernière chose dont on voulait vous parler, bien sûr, c'est comment on présente sa candidature. Alors, aujourd'hui, 23 janvier, on lance l'ouverture du fonds d'appui numéro 2. Euh, c'est un timing assez malheureux parce qu'en fait, notre site internet est également en détresse en ce moment même. Notre hébergeur a un souci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer à vous connectés aujourd'hui à cette visio le dossier de candidature. Donc, vous allez recevoir dans le même fichier le cahier des charges détaillé, puisqu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas forcément le temps de se dire aujourd'hui, mais vous allez recevoir le cahier des charges ainsi que un dossier de candidature pour l'axe 1 et un dossier de candidature pour l'axe 2. Évidemment, pour l'axe 2, vous nous ferez autant de dossiers de candidature qu'il y a de projets à déposer. Euh, pour chaque candidature, il faudra une lettre d'intention signée par le ou les élus concernés du territoire pour expliquer sa volonté politique à candidater, son engagement sur le projet et pourquoi il est important de financer ce projet. Il faudra donc avoir un dossier de candidature rempli. Le dossier de candidature fait quelques pages. Il s'agit surtout de nous décrire l'action. Pourquoi vouloir mettre en place cette action? Comment vous allez la mettre en place sur le territoire? Quels sont les partenaires éventuels, etc. Dans ce dossier de candidature, et là, vous avez une petite image. Alors, je ne sais pas si elle est très lisible en partage d'écran, mais euh, on vous a mis aussi un budget prévisionnel pour le projet et on vous demande de compiler votre budget dans cette forme-là. Donc, c'est un PDF qui est remplissable. L'idée, c'est que nous, on ait une meilleure visibilité de vos budgets prévisionnels. Et donc, ça s'organise assez classiquement quand vous avez des demandes de subvention avec des CERFA à remplir. Ça a souvent cette forme-là, avec les dépenses d'un côté, les recettes de l'autre. Pour que le budget soit acceptable, il faut que le total des dépenses et le total des recettes s'annulent. Donc, il faut que vous ayez un budget à zéro à la fin. Ok.
Donc il y aura le budget prévisionnel de l'action. Euh, Ensuite, on vous demandera de joindre, alors pour l'axe 20 par exemple, des devis de prestataires que vous aurez sollicités, des cahiers techniques, enfin voilà, tous les éléments un peu de financiers que vous aurez sollicités. Et puis en fait, de façon générale, toute pièce jointe utile alors quand on dit toute pièce jointe utile, c'est toute pièce jointe qui nous sera utile à la compréhension de votre dossier et de votre projet. Et puis enfin, on vous demandera également de nous faire parvenir un RIB pour faciliter le traitement du dossier. Voilà pour le dossier de candidature. Et donc en calendrier prévisionnel, donc effectivement aujourd'hui on le lance. La première levée des dossiers donc de réception sera le 16 février. Ensuite on a mis des dates, mais possiblement elles changeront peut-être selon bah voilà combien on en reçoit à la première levée, s'il y en a pas beaucoup. Enfin voilà, on va un peu adapter la suite. Mais l'idée c'est qu'on ait 5 levées dans l'année. Et donc voilà, donc la première effectivement sera au 16 février. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Donc là, l'idée, si vous avez des questions, donc on est très nombreux encore une fois. Donc on aimerait bien ne pas avoir pour le moment des questions au cas par cas. Si jamais vous avez des demandes sur est-ce que mon projet peut rentrer là-dedans ou là-dedans. Voilà, si c'est des questions à titre individuel, on aura le temps de se recontacter, je pense, après cette visio. Donc est-ce qu'il y a des questions, parce qu'on a fait la présentation un peu en quatrième vitesse, s'il y a des questions de compréhension sur le dossier de candidature, sur l'éligibilité des projets, des porteurs de projets, etc. Alors, Cécile, vous Qui lève pouvez la main. ouvrir votre micro. Est-ce que Cécile est parmi nous? Vous avez Ah levé oui, la main? je Oui, crois oui, que c'était vous c'est bon, que on ça vous l'a entend. levé. Oui, alors deux questions. La première, c'est si j'ai bien compris, pour solliciter une aide via le fonds d'appui, il faut maintenant être dans la démarche de labellisation à minima. Oui, Les, a- c'est ça. d'accord, les personnes qui adhèrent simplement au réseau ne pourront pas. D'accord, Non. c'est ma première question. Une question sur la démarche de. Alors, nous, on l'a faite, hein, côté ville de Rennes. Je suis de la ville de Rennes et Rennes Métropole. D'accord. Ça a été fait des deux côtés. Mais c'est vrai que je pense à certaines communes qui peuvent être en capacité de le faire avec des ressources internes. Est-ce que la démarche de labellisation est bloquante? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un soutien qui peut être apporté ou il faut obligatoirement solliciter un prestataire qui est dans votre annuaire? Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. En tout cas, le fonds d'appui ne peut pas financer un poste en interne. C'est forcément pour de la ressource Externe. externe. D'accord. Ouais, c'est ça. Voilà, vous avez bien répondu du coup, à ma question. Néanmoins, s'il y a besoin d'aide, il y a les crédits d'heures d'accompagnement. Si jamais D'accord. il y a des Et questions, justement, les crédits d'heures d'accompagnement, est-ce que ça peut être, une fois qu'on est déjà labellisé, pour Oui. creuser un sujet de notre plan d'action où on aimerait justement avoir peut-être un temps fort avec un atelier? Ça, c'est possible? D'accord. complètement. Totalement. Mm. Et dernière question, et puis après je laisserai la parole à mes collègues. La notion de tiers-lieu, elle est un peu compliquée. Mm. Alors nous, on a des associations qui ont des équipes, Mhm. enfin, des Ouais. équipes de quartier notamment qui développent des actions en faveur des seniors. Est-ce que ça, c'est un tiers-lieu? Alors, ce qu'on va considérer comme des tiers-lieux, c'est des lieux d'innovation sociale. Alors, tout à l'heure, on a entendu la phrase, un tiers-lieu, c'est un lieu intermédiaire entre la maison et le travail. Ceci, il y a aussi des tiers-lieux qui proposent des espaces de coworking. Donc, c'est vrai que la définition, on est en train de la peaufiner avec la CNSA. Et en fait, ça va vraiment être de la dentelle sur l'analyse des dossiers. Donc les tiers-lieux, en tout cas gérés par le secteur associatif, si la collectivité est impliquée dans son fonctionnement, seront éligibles. Et nous, ce qu'on va entendre par tiers-lieux, c'est des lieux de rencontre qui regroupent plusieurs activités en leur sein. Ah oui, d'accord. Voilà, donc ça va être
Ça va être par exemple, vous prêtez une salle municipale à une association qui va développer un accueil de jour pour les personnes démunies, qui va développer aussi une activité, je sais pas, un atelier cuisine, qui va faire aussi un espace de coworking à ses heures, et puis, enfin voilà. Donc, vous voyez, l'idée c'est, oh, il y a quelqu'un qui a commencé un tableau blanc. Je ne sais pas ce que c'est. Je me permets de, hop, de Oui, l'enlever. merci. C'est moi qui ai fait. Je sais pas, j'ai fait quelque Ouais, il y a pas chose. de souci. Il y a pas de souci. Donc voilà. Donc l'idée c'est ça. C'est donc des lieux d'innovation sociale qui favorisent la rencontre avec une diversité d'activités en leur sein. Je sais pas si Oui, ça ça peut répond à être vos aussi un questions. gymnase, par exemple, qui propose. À voir comment c'est géré, par qui, quelles sont les activités proposées, D'accord. etc. Ok. Et l'élément important, c'est que il faut que le gestionnaire de ce tiers-lieu ne soit pas à but lucratif. Mm. D'accord. Voilà. Et donc soutenu par la collectivité. Et l'idée, c'est pas de créer des tiers-lieux, mais c'est de renforcer l'équipement. Donc voilà, à vous de voir aussi si sur votre territoire, vous en avez un ou pas. Très bien. Merci. Pas de souci. Merci. Julie Madame? Marchand. Non. D'activer le micro. Pas de souci. Voilà, bonjour. Alors moi j'ai une question par rapport donc au territoire aux collectivités qui pourraient bénéficier du fonds. Est-ce que une collectivité qui se lancerait dans une démarche d'adhésion et en route vers le label en 2025 pourrait bénéficier du fonds d'appui peut-être sur une levée de fin d'année? Ou est-ce que vous êtes sur les collectivités qui sont déjà adhérentes au 1er janvier Non. Non, non, les Ça, nouveaux c'est adhérents aussi sont. voilà, Pardon. c'est à partir du moment où vous pouvez voilà, poser votre dossier, mais voilà, la contrepartie, ce sera effectivement d'être adhérent et de se lancer en route vers le label pour obtenir la labellisation. Mais voilà, après, tant qu'il y a des levées, vous avez tout le temps pour vous mettre à jour dans les adhésions, en tout cas. L'idée, enfin, je pense qu'on l'a pas dit, Ok, mais merci beaucoup. l'i- pardon. L'idée de porter le cahier des charges sur, enfin, l'éligibilité sur les collectivités qui sont adhérentes et qui sont dans le processus de labellisation, c'est que nous, on a à cœur que cette démarche, elle s'inscrive dans le temps et qu'elle soit portée, qu'elle soit portée de façon pérenne sur le territoire. Et l'une des façons de s'en assurer, c'est que la collectivité soit inscrite dans une démarche de labellisation. Alors, il y a eu beaucoup de questions dans le chat, Ouais. Ça. mais si vous voulez lever la main et la poser en direct, ça facilitera beaucoup les choses. À savoir qu'on fera une foire aux questions après sur le site avec. On a tout Donc, si vous voulez tous mettre vos questions d'ailleurs par écrit, on les reprendra pour y répondre une par une, tranquillement. Mais bon, on peut peut-être dérouler déjà ce qui est là aussi, hein. Je sais pas. Ah, il y a Madame Pereira qui pose une question. Oui, bonjour, merci. J'avais effectivement une question sur le volet tiers-lieu. La ville d'Arras développe un projet de tiers-lieu qui a le soutien de la conférence des financeurs, mais sur la partie travaux, donc ça veut dire que sur le fonds d'appui pour la partie équipement, on ne peut pas déposer de dossier sur ce même tiers-lieu. À voir. Nous réservons notre réponse Mm. et on pourra en discuter en individuel pour éclaircir tout ça. D'accord, Il y a ok. certainement des questions auxquelles on ne pourra pas répondre, on s'excuse, mais c'est aussi le but. Voilà, nous on prend les questions et puis s'il y en a auxquelles on peut pas répondre, on reviendra vers vous plus tard. Très bien, Donc voilà, donc je note et on s'en reparlera. Mais en lien parfait, avec merci. Fanny, mais je ne trouve pas le lever de la main. Euh, Oui, Quel est de réponse par rapport aux différentes levées? On est sur quelle échéance? Tu le sais? aujourd'hui c'est difficile à évaluer D'accord. parce qu'on ne sait pas du tout à quoi s'attendre en termes de volume. Mm. Et donc en fait c'est typiquement ces choses-là qu'on va ajuster. Euh, Nous pour l'instant on a prévu une levée tous les 2 mois. D'accord. Et donc en fait c'est dans cette première levée-là qu'on va pouvoir s'adapter et voir un peu quels sont les délais de traitement. Les délais de traitement c'est sûr se comptent en semaines et pas en jours.
Oui. parce que ça nécessite donc l'analyse du dossier, une première lecture pour voir si tout est conforme, ensuite de réunir le comité d'attribution du fonds d'appui pour attribuer les fonds. Donc voilà, donc ça se compte en semaines. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de vous dire si c'est 6 semaines, si c'est 10 semaines, voilà. Donc on fera au mieux Non, mais suivant le volume qui nous est adressé. vous arrivez. D'accord, merci. 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 Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour Arès? Main levée. Bernard Demaret. Simon de- alors. Bonjour, notre petite commune de 600 habitants, même pas, souhaite faire de l'habitat inclusif. On a le projet depuis déjà 3 ans maintenant. Et on aimerait savoir quel est le montant de l'adhésion pour une petite commune comme ça. Ou dans le rouge, ou dans le... Alors, le montant des adhésions. Alors, attendez, parce que là, j'ai plus en tête pour les villages, mais on est sur du. Alors, enfin, faudrait qu'on se recontacte. Là, encore une fois, on est sur des questions qui ne touchent pas réellement au fond, mais voilà, on est sur une centaine d'euros. Enfin, on doit être 150 ou 160, je sais plus, mais il faudra qu'on en reparle. Vous avez nos adresses mail. De toute façon, on va vous envoyer tout ce qu'il faut par rapport à ça. Et si vous avez des questions ultérieurement, voilà, vous aurez nos adresses mail et on pourra discuter aussi des adhésions. On va faire des webinaires de présentation du réseau parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne le connaissent peut-être pas et de savoir qu'est-ce que c'est que la démarche aussi. Donc ce sera l'occasion de discuter de tout ça. Pas d'inquiétude. Merci. Merci. Ouais. Madame Je Bois. vois. Ah, Coralie, oui. Non, non, j'allais dire, je vais inscrire nos adresses mail dans le chat. Oui, on peut le faire maintenant, comme ça. Et voilà, Vous comme pouvez ça, vous inonder nos pouvez. boîtes mail. C'est ça. Oui, bonjour. Euh, Bonjour. Julien Boiroux, CCAS de Mérignac en Gironde, 75 000 habitants. Je voulais que vous me confirmiez, j'avais deux questions. Est-ce que vous pouvez me confirmer que les établissements publics type CCAS ne peuvent pas candidater seuls, qu'il faut que ce soit la collectivité sur l'axe 1? Et est-ce que c'est aussi le cas sur l'axe 2? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, lorsque vous avez montré le tableau, vous avez dit qu'on pouvait cumuler plusieurs aides sur l'ensemble des axes et des catégories. Est-ce que c'est possible de candidater sur l'axe 2 sur une action, sachant que le plan d'action n'est pas encore défini, puisque il dépend de la mise en œuvre de l'axe 1.1. Je sais pas si je suis claire. On va éclaircir. On va éclaircir. Euh, on va éclaircir. Alors, la première question, excusez-moi, j'ai déjà perdu. Donc, sur l'axe 1, C'est collectivité. oui, alors, l'axe 1, c'est seulement les collectivités. Enfin, c'est en fait la demande doit venir de la mairie, pour le dire vite. Sur l'axe 2, par contre, on reviendra vers vous. Parce que je regardais en même temps le cahier des charges. On l'a pas précisé. C'est vrai que sur le précédent fonds, les CCS pouvaient candidater. Donc on va repréciser ça. Je me le note aussi. Axe 2, CCS porteur. Et puis sur votre deuxième question, donc sur l'axe 2, est-ce qu'on est éligible si le plan d'action n'est pas encore formellement adopté? Est-ce que c'est ça? Non, Exactement. non. Non, non. Il faut que votre plan d'action soit écrit. Il faut que votre plan d'action soit passé en conseil municipal. Ok, Un donc plan d'action vit la le plan d'action Millésienne. est passé en conseil municipal. En fait, il faut que la labellisation soit formalisée, quoi. Alors, certaines collectivités sont à l'étape du plan d'action sans forcément être encore enfin, sur la fin de la démarche de labellisation. C'est vrai que souvent, c'est la dernière étape. Voilà. Mais en fait, souvent, ça peut être un peu concomitant où vous venez de faire adopter votre plan d'action, votre date d'audit, elle est prévue dans 2 mois. Enfin voilà, si on est vraiment sur la fin, ça peut passer. Ok, merci beaucoup. Vous avez répondu à mes questions. Très bien. Magali. Oui, bonjour. Je suis chargée de Bonjour. mission Bien vieillir sur la Notre-Dame communauté, donc environ 101 000 habitants. Mhm. J'avais déjà merci pour la présentation parce que c'était très clair.
Et je voulais juste savoir si d'ici à la première date de levée, en fait, le 16 février, il y avait possibilité de contacter notre conseillère référente suivant le territoire, donc nous, ce sera à l'ouest, pour échanger des projets en particulier, parce que j'imagine que si tout le monde vous demande ça avant le 16 février, ça peut être compliqué, mais est-ce qu'il faudra prendre des rendez-vous Dans la mesure du possible, oui. On D'accord. pourra, oui. Alors, ça va être aussi notre rôle avec Clémence Agathe, c'est de vous accompagner, enfin, d'avoir une première lecture dans la mesure du possible. Encore une fois, on met beaucoup de précautions derrière parce que on sait pas encore, on connaît pas encore le volume des candidatures qui seront proposées. Euh, Prenons rendez-vous D'accord. et puis voilà, ouais, ouais, on va en échanger si vous avez plusieurs idées. Ça peut être aussi intéressant de se voir sur l'étape du budget pour construire le budget de façon à ce que à ce que ça passe bien. Enfin voilà. Donc Ouais. oui, ça fait partie des choses qu'on va faire avec vous, c'est de vous D'accord. accompagner Après, aussi sur au l'élaboration. niveau voilà, des dépôts de dossiers, nous, pendant le temps d'instruction, on va aussi faire des allers-retours avec vous pour des précisions. Donc, voilà, il y aura D'accord. sûrement des mises à jour aussi à ce moment-là. Ok, très bien. Moi, je note bien l'adresse mail alors. Merci. Merci. Euh, Et pour Au O2, devant. Ah, on vous entend pas. Euh, Si, c'est bon, pardon. vous m'entendez? ouais, c'est bon. Ok. Je voulais savoir en fait si il y avait un risque si on ne participe pas aux premières levées par rapport à l'avancée du projet, qu'il n'y ait plus de fonds à arriver à la fin de l'année et qu'il n'y ait pas du coup de quatrième ou de cinquième levée. Non? Ça rejoint une question qu'il y avait eu dans le chat. On nous demandait à combien s'élevait l'enveloppe totale. L'enveloppe totale aujourd'hui, elle est à 6 elle est de 6 millions d'euros. Ce qui va nous permettre de financer un certain nombre d'accompagnements et de projets. Donc, forcément, on arrivera à un moment où le fonds sera épuisé, euh, mais on pense quand même que ça sera pas d'ici l'année 2025. Là, Parce pour qu'effectivement, l'instant, voilà. Pardon, excuse-moi Clémence. non, non, c'est Désolée. moi, vas-y. Donc voilà. Enfin, on peut pas enfin, on peut pas être certain de où en sera le fonds à la fin de l'année. Mais on a de fortes chances quand même de penser que donc là pour l'instant le fonds il est sur 2025-2026. Nous on a programmé les dates de levée seulement sur l'année 2025 pour le moment. Et donc les nouvelles dates sortiront au dernier trimestre de l'année 2025. Donc voilà. Euh, on a inscrit à un moment les 100 premières collectivités labellisées auront une réduction sur leur enfin un tarif d'audit initial divisé par deux. C'est pas pour que vous vous dépêchiez de faire les choses, c'est simplement pour vous dire on a un crédit pour accompagner 100 territoires labellisés. Et donc bah, ça sera forcément les 100 premières candidatures retenues. Ok. Merci. Monsieur Gardon. Oui, bonjour, merci. Étienne Gardon, donc chargé de mission Ville de Nice. J'avais une petite question, si vous pouvez revenir brièvement sur les projets éligibles, sur l'axe 2 en particulier, et les Oui. dépenses éligibles. Sur les projets éligibles, j'ai noté que le projet devait être donc déjà inscrit au plan d'action si on a eu la chance d'en voter un. Mhm. Réalisable dans les 12 mois. Après, j'ai peut-être mal compris, j'ai noté un minimum de 5 000 euros, c'est ça, pour le coût du projet. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, il me manque des informations, même si j'imagine que vous allez tout nous envoyer. Voilà, c'était pour On vous compléter. envoie tout, pas d'inquiétude. Ouais. Et idem pour les dépenses éligibles, si vous avez Ouais. deux, Alors, trois éléments. pour un rappel rapide, donc éligibilité des projets sur l'axe 2. Donc les projets inscrits dans le plan d'action pluriannuel Villani des aînés, un délai de réalisation de 12 mois maximum, un budget total de dépenses éligibles au minimum à 5 000 euros. Ça sera forcément des projets nouveaux ou qui nécessitent une évolution significative. Hmm. Euh, Vous ne pouvez postuler que pour une catégorie maximum, enfin, vous ne pouvez déposer qu'un projet maximum par catégorie dans l'axe 2. Donc vous Mhm. pouvez poser 3 projets au maximum. Et ensuite, sur les dépenses éligibles, ça va être tous les investissements matériels, immatériels pour l'action. Les frais de personnel seront plafonnés à 20% et Ok. les frais connexes à 25%. Frais connexes, on a mis par exemple déplacement professionnel.
20% pour le RH, c'est ça, Oui, et ouais, 25% pour les frais connexes. c'est Parfait. ça, c'est ça. Merci. Donc, Merci donc tout, beaucoup. tout ce que vous allez mettre dans les frais divers, ça sera à 25%. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a à nouveau une question alors, pardon, hein, je vois pas votre nom apparaître au devant. Je sais pas si vous avez laissé votre main levée ou si vous avez une nouvelle question. Désolée, j'ai laissé ma main levée, pardon. Ok, très bien, Merci. très bien. Y a-t-il encore des questions? Alors, Cécile? Oui, j'avais une nouvelle question sur la répartition de l'enveloppe entre les deux axes. Parce que vous disiez qu'il y avait 6 millions d'euros pour l'ensemble du fonds. Est-ce que vous avez fléché un montant pour chacun des axes ou ça se fera en fonction des projets? Enfin, Il y a des... un, il y a un montant fléché, mais en fait, il peut y avoir une certaine porosité. Donc voilà. Pour l'instant, on sait qu'il y a 2 tiers de l'enveloppe à peu près pour l'axe 2 et un tiers pour l'axe 1. D'accord, très bien. Madame Crouzet? Euh, Oui, bonjour, vous m'entendez? oui, Super. Donc Manon Crozet du CCAS de Tours. Moi, je m'interrogeais sur la question de la nouveauté des projets, notamment pour l'axe 2A. Oui, c'est ça, hein, 2A. Parce que notamment, on a parlé d'installation de bancs ou de toilettes publiques. Du coup, à quel moment vous considérez que l'installation de nouvelles toilettes publiques, par exemple, c'est un nouveau projet? ils n'existaient pas avant. Oui, Si, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a forcément, enfin, pour une ville de la taille de Tours, on a forcément déjà des toilettes publiques, mais il n'y en a pas oui. assez. Mais du coup, est-ce que c'est parce que, bah, par exemple, le mandat actuel, on n'a pas installé de toilettes publiques, du coup, c'est un nouveau projet? Ou est-ce que c'est vraiment, c'est s'il n'y a pas de toilette, du tout de toilettes publiques, on ne peut pas candidater? Alors, l'exemple des toilettes publiques, par exemple, en particulier, ou des bancs, typiquement, c'est de nous montrer qu'il en fallait un à cet endroit-là. Et comment Mm. vous allez nous montrer ça? C'est en faisant, par exemple, des marches exploratoires avec les habitants. Peut-être que enfin, vous en avez certainement fait à Tours lors du diagnostic participatif. Et les collectivités, enfin, on vous incitera à en faire pour déterminer avec vos habitants où est-ce qu'il est important d'ajouter des structures de repos et des toilettes publiques, par exemple, dans l'espace public. Mm. Donc c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir montrer que il fallait que la ville améliore cet endroit-là en particulier. Mais par exemple, effectivement, si c'est une... Alors, et après c'est pareil, on a mis donc projet nouveau ou évolution significative. Si c'est, ça sera, encore une fois, ça sera au cas par cas. Mais par exemple, si votre projet c'est de rénover, de refaire des toilettes publiques, il faudra nous montrer pourquoi c'est important, pourquoi cette évolution elle est significative. Est-ce que c'est pour être accessible aux personnes à mobilité réduite? Est-ce que c'est pour être plus accessible en termes de visibilité dans l'espace public et donc s'adapter, voilà. Donc en fait, tout sera une. C'est pour ça que c'est très important d'être le plus descriptif possible dans le dossier de candidature, de bien apporter les éléments de réponse sur l'aspect nouveau, innovant ou en évolution. D'accord, très bien, merci beaucoup. Il y a Daphné qui nous demande de poser une question. Vous pouvez Oui, ouvrir le micro. oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, tout Oui, à fait. Parfait. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'aimerais revenir sur l'axe 1B, Ouais. sur le cri d'accompagnement pour les actions ponctuelles. Hum, J'ai pas très bien compris, c'est quoi concrètement? Alors, si je comprends bien, les critères pour y accéder, c'est toujours être adhérent au réseau francophone, plus être en démarche en route vers le label ou être déjà labellisé. Et mhm. les actions ponctuelles, c'est quoi? Est-ce que c'est on a besoin, c'est sur de l'événementiel, nous on a un prestataire, on vous le propose, un animateur ou un prestataire, on vous le propose, ou vous avez déjà une liste de prestataires qu'on doit solliciter, comme je vois qu'en fait pour la catégorie 1A, c'est sur des prestataires qui sont déjà certifiés. Voilà. L'idée du crédit d'heure d'accompagnement, c'est plus de nous solliciter nous en soi. Donc si par exemple vous avez, je sais pas, effectivement une journée sur une thématique et vous dites qu'on pourrait être apte à en parler face à d'autres personnes, voilà, ça peut rentrer là-dedans.
Sinon, c'est des crédits d'heures pour vous aider dans la démarche de labellisation, qu'on prenne plus de temps avec vous, que ce soit sur Encodea, que ce soit Ok. Donc discuter c'est de la pour... démarche. Voilà, c'est vraiment de l'accompagnement, mais effectivement, l'animation peut en faire partie. D'accord, donc c'est pour vous solliciter, vous, pas C'est ça. quelqu'un d'autre. D'accord, merci. Enfin, il Ça, me ça- semble que oui. Enfin, Non, mais on c'est peut pour être sûr. demander tout, mais il faut que ça passe par nous, je crois. C'est ça oui, en fait, l'idée. c'est ça. Vous sollicitez le réseau, et là, on a mis de solliciter votre référente parce que, enfin, encore une fois, ça va vraiment être du cas par cas sur cet axe-là. Mm. Enfin, Mm. les critères sont valables pour tous, bien sûr, mais sur la nature des événements, ça va être très différent d'une collectivité à l'autre. Ça sera fait soit par le réseau, soit par un prestataire référencé, effectivement. D'accord, d'accord. Merci. Euh, alors, je vois qu'il y a plein de questions dans le chat. On a du mal à remonter tout ça. Oui, Laurence de Chérisay. Vous pouvez ouvrir votre micro, on vous écoute. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais savoir s'il était possible que vous nous accompagniez plus précisément sur la mise en place, l'installation, le lancement, le formatage d'un conseil consultatif des sages. Parce que moi, je suis voilà, j'ai déjà fait des réunions publiques, je suis en sélection de candidats. C'est vrai que sur le règlement intérieur, le fonctionnement, les modalités, comment on accompagne les candidats volontaires. J'ai plein de questions et je me sens un petit peu seule et je me demande si le réseau francophone peut nous aider sur ce conseil consultatif des sages. À voir au cas par cas, encore une fois, pour cette question précisément. L'idée de cet axe 1B, c'est vraiment sur des actions ponctuelles. Mm. Vous savez, presque des one-shots, des choses qui se déroulent sur une journée. Et donc là, mais voilà, on en reparlera en Oui, individuel, mais j'ai l'impression que c'est plutôt le genre de choses qui se construit sur la durée et en nouant des relations un peu plus approfondies. Donc alors à pas voir si c'est forcément, non. Moi, enfin oui, c'est une structure pérenne évidemment, une instance consultative pérenne, mais moi c'était plutôt des actions vraiment très ponctuelles au moment de la mise en place. ok. Donc à D'accord, donc voir c'est avec plus vous. effectivement comment on le met en place, comment ça marche, etc. Ou Bah, pas. disons que j'ai déjà fait une esquisse de choses pour le mettre en place. C'est bien validé avec vous. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Les conseils que vous nous apporteriez, etc. Voilà, pour vraiment pas manquer le lancement. Est-ce que Ouais. les outils qu'on imagine en communication active, écoute empathique, est-ce que ce sont les bons? Est-ce que vous pouvez apporter un appui sur ce plan-là? De quelle manière, etc. Comment on met en place le cadre pour être sûr qu'on lance cette instance dans la bonne direction? Ok. Alors bah voilà, on en parlera en individuel, mais ça semble en tout cas rentrer Mm. dans le cahier des charges. Très bien, merci beaucoup. Yes. Cécile à nouveau. Oui, sur le critère, enfin sur le fait que le fonds ne peut pas toucher les EHPAD et résidences autonomie, je m'interrogeais si on a, parce que si on travaille sur des aménagements extérieurs, justement autour des assises, des toilettes, avec justement en ayant repéré qu'il y a aussi des EHPAD à proximité ou des résidences, euh, est-ce que ça, enfin, le facteur résidence ou EHPAD fait que c'est pas pris en compte ou ça peut être pris en compte? Comme c'est de l'aménagement, en fait. Moi, Mais j'aurais tendance à dire que oui, mais encore une fois, à justifier. Enfin, à partir du moment où c'est pas au sein de l'EHPAD, du parc de l'EHPAD, oui, oui, non, voilà. parce que Mais s'il y a un parc public à côté, et que vous savez qu'il y a pas mal de résidents ou d'autres personnes âgées qui circulent par là et qui font un souhait de, bah voilà, il n'y a pas de toilette publique ou autre, ouais, ça peut passer. ça peut rentrer, ouais. Mm. Très bien. Ouais, ouais. Mairie de Euh, Trois-Rivières. Oui, bonjour. Je voulais avoir un peu plus de précision sur les aménagements d'espaces publics. Ce sont des espaces publics uniquement extérieurs ou est-ce que c'est possible à l'intérieur aussi, comme la pose d'un ascenseur par exemple? non, on est plutôt sur de l'extérieur. On prendra quand même vérification, mais on est sur de l'extérieur.
D'accord. Et j'avais posé aussi une question. Vous parliez de tiers-lieu. Est-ce qu'un espace de vie sociale peut aussi être éligible? Parce que c'est d'un lieu d'animation, c'est voilà. Eh ben, écoutez, à discuter ensemble, encore une fois. Pour les tiers-lieux, vraiment, on se posera, en fait, on fera vraiment une analyse assez fine du lieu. On va regarder si les activités proposées sont payantes ou gratuites. On va regarder qui siège au CA. Enfin, ça va être vraiment, vraiment de la dentelle. Donc, on en discutera en individuel. On se posera ces questions-là ensemble pour voir. Là, c'est une nouvelle catégorie. Donc, on va aussi, c'est le travail qu'on a aussi avec la CNSA au fur et à mesure voilà des demandes qu'on a d'affiner nos précisions là-dessus. Donc, euh, donc je note et on en reparlera ensemble. Oui, pas de souci, avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 5 minutes. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Mais voilà, on vous enverra tout ça et on restera en contact pour la suite. Donc, on va encore prendre peut-être une ou deux questions. Sonia Soltani, Oui, bonjour. bonjour. J'ai une petite question. Alors, j'aurais voulu savoir si le projet pourrait être un financement pour aider à l'acquisition, par exemple, c'est dans des projets qu'on avait déjà pensé, l'acquisition d'un marais en fait pour faire des jardins partagés pour les seniors et des activités. Au revoir. Encore une fois, sur les dossiers individuels, on n'est pas capable encore de vous répondre là tout de suite, D'accord. notamment parce que c'est pas Clémence Agathe et moi qui allons décider de l'attribution des fonds. Non, mais je veux dire par rapport Euh, à l'achat en fait de d'un, on ne sait pas. c'est Ok. et alors là pour le coup, c'est un cas qu'on n'a encore jamais rencontré, donc je note et euh, et on s'en parlera, on vous dira ce qu'il en est. Ok, merci beaucoup en tout cas. Bonne journée. Merci. Euh, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Laurence de Chérisy, vous avez laissé votre main levée? Ou est-ce que vous avez encore une question? Peut-être? Alors, Marie Galleran. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Parfait. Bonjour tout d'abord. On avait déposé, nous, un dossier du coup sur le PATIS 1 avant que les fonds soient épuisés. La petite question du coup que j'avais, c'était vu qu'il faut en refaire un, donc c'est un tout nouveau cahier des charges. Euh, Est-ce que la lettre d'intention qui avait été déposée, elle peut être identique ou très similaire? Et du coup, en soi, notre volonté reste la même. Et pour le budget prévisionnel du coup qui va devoir être réalisé, quand est-ce que la liste des prestataires va être disponible du coup? Parce qu'on avait déjà utilisé la première et du coup s'il y a eu des mises à jour, on avait demandé pareil des devis, mais on n'était pas allé. Je propose que nous notre intention en fin de compte, ça serait de mener une étude. Donc je crois que c'est l'axe 1A. Mm. Justement, mais d'abord mener une étude pour savoir si c'était intéressant pour notre commune, pour justement mettre du mobilier urbain type banc. C'est le souhait des élus, mais avant, on veut vérifier qu'il y a vraiment ce besoin-là par une étude, en fait. Alors, Voilà. l'étude en question ne pourra pas être financée par le fonds d'appui. Je pense que vous faites référence au précédent axe 3 qui Mm. n'existe plus. Cet axe 3 pouvait être sollicité pour justement réaliser des études d'opportunité sur Ok. des projets d'acquisition ou de modification de bâtiments. Là, sur l'axe 1, on est vraiment sur externaliser de la ressource pour mettre en place la démarche Ville-Amie des aînés sur son territoire. Donc, ça veut dire toute la démarche. Mm. Est-ce que ça, c'est OK pour vous? Est-ce que c'est... Pas très bien saisi, non? Excusez-moi. J'ai Excusez-moi, on pas vous très, entend mal. ouais. Excusez-moi, j'ai pas très bien saisi dans l'explication, là, du coup, sur l'axe 1, là, du coup, sur quoi il est dédié. L'action 1, c'est vraiment pour, enfin, ce que disait Coralie, c'est vraiment pour installer la démarche Ville Amie des aînés sur le territoire. Donc, par l'état des lieux, le diagnostic participatif et de ces deux exercices-là, faire un plan d'action. Et qui dit plan d'action, c'est là que vous pouvez éventuellement un jour demander une subvention FATIS pour une des actions du plan d'action. Là, ce dont vous parliez, effectivement, c'est une étude super spécifique sur où placer des bancs, etc., si j'ai bien compris, mais ça ne rentre pas là-dedans. Ah non, non, c'était vraiment, non, non, pour le coup, c'est vraiment enfin, l'étude
global, là, comme ce que vous venez de décrire, en fin de compte, Ok, connaître tous les besoins du territoire, en C'est ça. fait. Et après, oui, à partir des éléments, nous, on aurait vu ou re-questionné. Justement, non, c'était vraiment sur la démarche participative. C'était D'accord. bien. Ouais. oui, Ok, bah c'est bien ça. Donc effectivement, ça Cette idée c'est que... l'axe Ouais, 1. Et la d'accord. liste des prestataires référencés, c'est en cours. Oui, Donc oui, là, c'est on bien est en train noté. d'éplucher tous les bilans. On va devoir leur faire passer des entretiens. On a bon espoir de pouvoir vous donner ça en février. Néanmoins, je pense pas que ça pose de souci de commencer à faire plusieurs devis. Parce que de toute façon, ce serait bien que vous en fassiez plusieurs pour pouvoir bah, voilà, comparer aussi les prix. Mais après, voilà, on peut en rediscuter éventuellement en privé aussi si vous aviez déjà des cabinets en tête ou autre. Bah, on avait juste utilisé la liste des précédents, enfin, de la D'accord. Ok, période vous n'étiez précédente, en pas fait. encore en lien avec quelqu'un en particulier. Non, non, on avait fait plusieurs Ouais. devis, ce que vous venez de dire, en fait. Ok. Bon, de toute façon, il faudra recommencer parce que les prix ont peut-être changé. Je sais pas. Ça dépend des prestataires, peut-être. ouais, on va avancer le plus vite possible sur le référencement des prestataires. Ouais. C'est quelque chose qui nous prend un petit peu plus de temps qu'on avait pensé, mais on veut vraiment Mm. que ce soit un accompagnement de qualité. Une fois que vous faites appel à des prestataires, c'est clair, c'est plus le travail du réseau, mais nous, notre engagement vis-à-vis de vous, c'est quand même que les prestataires auxquels vous faites appel aient une vraie capacité à vous accompagner à 360 degrés. Donc, auparavant, ils pouvaient choisir quelle catégorie. Ils pouvaient choisir soit de vous accompagner que sur l'état des lieux, ou que sur le diag, ou que sur la gouvernance. Là, nous, ce qu'on demande à nos prestataires, c'est vraiment d'être compétents sur tous les aspects de la démarche. Donc, ça veut dire d'approfondir un peu plus avec les cabinets concernés. Voilà. Comme disait Clémence Agathe, faites plusieurs devis. Et puis, malheureusement, si l'un des prestataires qui vous avait soumis un devis perd son référencement, bah voilà, ça sera malheureux, mais vous aurez d'autres options à solliciter. D'accord. Merci. On prend la dernière question peut-être et puis on va s'arrêter là. Monsieur Demaret. Voilà. Oui, on revient vers vous. On se permet de vous interroger sur est-ce qu'il est envisageable l'achat d'un véhicule de type minibus pour permettre justement à des résidents de l'habitat inclusif de se déplacer parce qu'en milieu rural, c'est un gros problème. Il n'y a absolument pas de moyens de Oui, locomotion. c'est un équipement de tiers-lieu. Donc, encore une fois, ça sera soumis à, voilà, il faudra qu'on évalue le dossier, mais c'est un équipement d'un tiers-lieu. Mais ce minibus, il est à la disposition du tiers-lieu qui accueille les personnes âgées. Ça rentre dans les équipements. Mm. Très bien, merci. Voilà. Et lorsqu'on a eu, lors de la construction d'une salle commune, nous avons déjà eu une aide du conseil départemental. Est-ce que là aussi, on peut bénéficier de votre aide? On À pourrait voir. aussi bénéficier de votre aide. On vous reprécisera sur Mm. le cumul des financements. On Ouais. vous reprécisera. Très bien. Très bien. OK? Pour Merci l'instant, on n'a beaucoup. pas de certitude. Merci. Merci. On vous remercie beaucoup. Malheureusement, on voit qu'il y a beaucoup d'autres questions dans le chat. On va les garder, on va les archiver, on va en faire une FAQ. Euh, voilà, on est contraint de s'arrêter là pour aujourd'hui. On essaiera alors soit de proposer de nouvelles dates, soit donc ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Euh, on vous envoie les documents, donc le cahier des charges, les deux dossiers de candidature. Là, enfin, soit d'ici la fin de semaine, soit début, enfin, on va faire au plus vite. Et puis, tout sera disponible sur notre site internet dès que celui-ci aura repris vie. Et on espère que ce sera très très rapidement. Donc voilà, donc toutes les infos vont vous être envoyées, et puis après tout sera dispo sur le site internet. Clémence Agathe et moi-même restons disponibles en fonction de votre territoire de provenance. Donc, vous l'avez compris, pour l'ouest, ce sera plutôt vers moi, et à l'est, ce sera